Les vraies voix sur Sud Radio avec Ala Oukili, journaliste, Morad Aïtabouche, réalisateur, et Véronique Langlais, commerçante. Tout de suite, notre grand débat. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Pendant des années, ils ont combattu en Afghanistan, souvent dans des conditions extrêmement dures et au prix de leur vie. Les soldats français se sont-ils battus pour rien en Afghanistan? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. On vous donne la parole. Je le disais, scène de panique, scène de chaos en ce moment en direct à Kaboul. Des coups de feu qui sont tirés, des personnes qui tentent de fuir, d'autres personnes, les nouveaux maîtres des lieux qui prennent le pouvoir. Ce sont les talibans, ceux qu'on avait réussi à chasser d'Afghanistan en 2001 et qui ont fini par y revenir sans qu'on ne puisse rien y faire. Bonsoir à vous, Laurent Attar-Beyrou. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président national de la Fédération nationale des anciens des missions et opérations extérieures de l'armée française. 90 soldats français sont tombés en Afghanistan au cours de cette intervention. Des centaines de blessés, parfois même mutilés à vie. Se sont-ils battus pour rien? On pourrait donc aujourd'hui le penser. Moi, j'aurais quand même une pensée plus importante pour les 10 militaires français qui sont morts de Ouzbin et dont on va fêter l'anniversaire demain. Je rappelle ce que c'était. C'était la plus grosse perte survenue en une seule journée depuis la guerre d'Algérie par l'armée française. Une embuscade qui a coûté la vie à 10 de nos soldats en même temps dans la vallée d'Ouzbin. Anniversaire justement demain. Oui, donc on peut penser que les militaires ont été engagés pour rien, bien que le militaire ne fait que répondre à une décision politique, mais quelque part toute la coalition a perdu à peu près 4300 militaires, plus de 22 000 militaires ont été blessés sur toute la coalition. Et pourquoi? Pour retrouver les talibans au pouvoir à Kaboul, alors que on nous disait pendant des mois que les Américains étaient en train de négocier avec les talibans pour un retour à la paix. Et puis là, en entrée des missions, ça nous fait penser aussi à Saïgon, le retrait des troupes américaines de Saïgon. Au sud Vietnam. On revit l'histoire. Certes, l'Afghanistan est difficile. Les militaires français y ont fait un très beau travail depuis 2007, où on a repris la Kapisa et la Surabhi. Ce sont deux vallées au nord-est de Kaboul. Pour retrouver un Kaboul, où on va recommencer. Tout a recommencé. Autre question à vous poser justement, Laurent Attar-Beyrou. On a donné la parole à un avocat d'auxiliaire de l'armée française ou alors d'interprète lorsque l'armée française y était. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui les combattants français ont pu nouer des liens et qui se retrouvent piégés? Alors, piégés, non. Il y a sûrement des personnes qui ont, alors je ne veux pas dire qui ont aidé l'armée française dans la vie de tous les jours, mais nos militaires étaient quand même bien cantonnés dans leur COB et dans leur FOB et à Kaboul. Pas forcément beaucoup de contact avec la population. Et puis on a eu cette action, la France, c'est qu'on a ramené une partie de nos interprètes. Nos interprètes ça a commencé. Ont été ramenés, ils ont été reconnus puisqu'ils ont la croix du combattant, et ceux qui avaient servi l'armée française ont été reconnus et rapatriés en France. En tout cas, en premier lieu, ceux qui étaient notamment sur les combats. Question pour vous, Laurent Attar-Beyrou de Morad Aïtabouche. Une vraie question sur les blessures invisibles. Enfin, pour tous ces soldats qui se sont engagés, qui sont partis en Afghanistan, avec l'idée de libérer le pays du joug taliban, ils reviennent en France avec vraiment ce sentiment de défaite. Quand je parle de blessures invisibles, c'est un peu comme au Vietnam, où tous les Américains, les vétérans sont revenus avec ce sentiment, finalement, d'être intervenus et parfois d'être morts, enfin en tout cas d'avoir des proches qui sont morts pour rien. C'est quand même ces blessures-là qu'il va falloir soigner, parce qu'il n'y a jamais de procès contre ceux qui, par exemple, ont tué les 10 Français. On célèbre, hélas, l'anniversaire. Demain, justement, de l'embuscade d'Ouzbin. Ces blessures invisibles, ce traumatisme, est-ce qu'on peut le comparer à la guerre du Vietnam pour un ancien combattant de l'Afghanistan en France?
Je crois qu'il n'y a pas forcément donc de comparaison, puisque donc de tout temps on a eu donc des plitions donc invisibles. Sauf que la nature de la guerre donc a quand même changé et beaucoup plus traumatisante. On a plus qu'avant. Plus qu'avant, parce que donc la guerre donc est moins donc à une échelle d'hommes, donc elle est à une échelle donc de matériel, donc est beaucoup plus agressive et on ne comprend pas forcément les blessures invisibles. Donc nous on y travaille donc depuis très longtemps. Rien que le fait de la chute donc de Kaboul ramène donc tous ceux qui ont donc des problèmes, qui ont vécu donc au cœur et à l'âme ce pays, le ramène donc dans leur traumatisme. Leur traumatisme, ils essayent de vivre tous les jours avec, ils essayent de le supporter. C'est un peu un déséquilibre entre le cœur et l'esprit, mais comment voulez-vous qu'avec donc cette nouvelle, ils puissent retrouver l'équilibre? Comment on fait pour les accompagner en général, ceux qui sont revenus d'Afghanistan et qui ont pu garder un traumatisme? Il y en a forcément, malheureusement. Alors déjà donc l'armée donc a fait donc un grand progrès donc depuis depuis 2008 donc sur la prise en charge. Et puis il y a l'aspect donc médical qui est donc très bien fait. Il y a l'aspect administratif avec le code des pensions militaires donc d'invalidité. Et puis il y a l'aspect comme nous donc les associations où il y a l'écoute donc du camarade, donc l'écoute de celui qui a été en opération avec, pas forcément en Afghanistan mais au Liban. Et c'est toute une fraternité d'armes. Oui. C'est ce qui est important. On se serre les coudes et on s'entraide entre soldats par confraternité d'armes. Ala Oukili. Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous demander, par rapport au discours du président de la République ce soir, je ne vous demande pas non plus je ne sais pas si vous avez un devoir de réserve, mais qu'est-ce qui apaiserait en fait la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté en Afghanistan? Que pensez-vous que l'on puisse faire en fait pour apaiser leur mémoire? Qu'est-ce qu'il reste à faire, Laurent Attard-Béraud? Ce qui reste à faire, donc il y a beaucoup de choses donc qui ont été faites donc au niveau de la prise en charge donc en France donc pour les maladies. Il y a donc en termes de mémoire donc beaucoup de choses qui ont été faites. Peut-être redonner un petit peu de lustre donc à cette mémoire en Afghanistan, puisque donc dès que le président de la République a décidé donc qu'on se retire, on n'en a plus parlé. Ils sont devenus donc des anonymes donc dans une société qui quelque part donc excusez-moi le terme donc s'en fout un peu. Et puis quelque part aussi, c'est régler ce problème donc en Afghanistan, parce que franchement, les militaires, l'Afghanistan donc dans les années 80, donc la Bosnie, la Somalie, donc le Mali et renouveau donc l'Afghanistan toujours avec le même ennemi et aucune chose réglée. Moi, ce que je voudrais quand même donc attirer aussi donc l'attention, c'est quelque part. On vient d'être plus ou moins victorieux en Irak, donc de chasser ce gouvernement, donc ce gouvernement. Et maintenant, ils reviennent donc en Afghanistan, où on va peut-être revivre encore donc le Bataclan, parce qu'ils vont se réinstaller donc dans leur base. Mais je pense que moi, j'aurais donc un mot à dire donc pour ceux qui ont versé leur sang à ce messieurs, donc les politiques, donc des Nations Unies, américains, donc de toute la coalition. Arrêtez, faites quelque chose pour qu'on ne revienne plus donc sur le terrain. Ouais, mettez un terme justement aux agissements de cette hydre. Comment on commémore? Vous le disiez vous-même, ils sont revenus, les soldats français d'Afghanistan, en anonyme, mais en même temps on l'a déjà vécu. Comment on commémore ou on célèbre une guerre qu'on a perdue? Concrètement, on l'a perdue cette guerre en Afghanistan. On y allait pour virer les talibans, ils y sont revenus à la fin et on en est reparti. On a déjà connu ça avec l'Algérie ou avec la guerre d'Indochine. Je crois que déjà donc les militaires qui étaient donc n'ont pas perdu donc cette guerre, ils ont fait ce qu'on leur a demandé et avec donc les moyens qu'ils avaient. Voilà, personne ne dit le contraire. Voilà. Peut-être que les politiques ou la diplomatie donc l'ont perdu, mais aussi pas les soldats. Pas les soldats, puisque quelque part donc les soldats ont fait ce qu'on leur a demandé. Mais le résultat est le même au bout du compte. Ah oui, mais parce qu'on s'est peut-être trompé donc d'ennemis et on s'est peut-être trompé aussi de lutte. Ouais. Donc de lutte, donc il faut donc lutter contre une idéologie donc qui se répand sur toute la surface. On est en Afrique à l'heure actuelle, donc on va peut-être retourner en Afghanistan. Voilà, donc il faut arrêter, donc si vous voulez, ces va-et-vient et peut-être prendre le mal à sa racine. Véronique Langlais. Oui, je voulais savoir s'il y avait un suivi aussi pour les proches, les enfants qui ont perdu leur papa ou les épouses ou les mamans.
Alors là, c'est donc une grosse difficulté et une grosse lacune donc du code des pensions militaires d'invalidité. On suit plus ou moins donc donc l'invalide, mais les proches donc ne sont pas donc inscrits donc dans le code donc des pensions militaires d'invalidité, qui est la base, et automatiquement ils ne sont pas suivis. Il y a un suivi donc pour les enfants donc de mort en opération, les orphelins, qui deviennent pupilles de la nation. Mais voilà, donc si vous voulez, les gros blessés ou les handicapés. Il y a un suivi médical, mais il y a un suivi administratif, mais quelque part tous les jours. C'est pas forcément l'administratif ou le médical, c'est comment pouvoir se réinsérer dans une société française qui n'a pas conscience de ce qu'on a fait en opération. C'est justement tout le problème. Restez en ligne avec nous, Laurent Attard-Berrou. Hector nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir à vous, Hector. Oui, bonsoir. Je suis ravi de pouvoir intervenir sur votre radio que j'écoute très régulièrement. Vous avez fait l'Afghanistan, Hector? Effectivement, j'y étais en 2009. En 2009. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment de vous être battu pour rien? Je pense parler, non pas, pour tous mes camarades qui ont fait l'Afghanistan, oui. Effectivement, la pilule est particulièrement dure à digérer, surtout que le calendrier font que on a perdu des camarades en août, en 2009 notamment. L'année d'avant, c'était l'embuscade d'Ouzbine, où on avait eu une dizaine de morts. La pilule est très difficile à avaler, parce que ce qu'il faut voir, c'est que malgré les succès tactiques qu'on a eu sur le terrain, parce que mine de rien, l'OTAN, l'armée française était extrêmement efficace sur le terrain. Oui. Stratégiquement, effectivement, la guerre a été perdue. Elle pouvait être gagnée ou pas, Hector? Le problème, c'est que dans une guerre asymétrique, vous ne pouvez pas gagner si vous respectez certaines règles. Voilà, c'est tout. Notamment le droit de la guerre, bien entendu, c'est l'éternel problème. Vous n'aviez pas le soutien de la population sur place? Ça dépendait des fois, et on avait le soutien de la population quand... Oui. Alors, on a des problèmes de liaison. Alors, je vais vous demander de répéter votre phrase. Je suis désolé, Hector, mais c'est vrai que la liaison est un peu difficile, même depuis Montpellier sur Sud Radio. Allô. On parlait justement du soutien de la population. Vous l'aviez seulement dans certaines circonstances, disiez-vous? Il y avait certaines circonstances. Il y avait un groupe d'insurgés qui était un peu différent du village, parce que c'est très tribal, c'est très village. C'est ça. Qui avait posé une bombe un peu trop près du village. Et bien là, on avait quelques paysans qui venaient. Vous pouvez déminer là parce qu'ils ont posé. Voilà. Alors que si c'était des gars de leur village, c'est ça. Ils vous aidaient pas du tout, alors qu'ils le savaient. Merci beaucoup, Hector, pour votre témoignage. Vous êtes des milliers de soldats à être soldats français. Vous êtes battus en Afghanistan pendant des années. Laurent Attard-Berrou, combien de soldats français en tout sont passés par l'Afghanistan? Il y a à peu près donc 40 000 soldats français qui sont passés donc par l'Afghanistan depuis donc 2001. Oui, depuis 2001, à partir de 2001. Si vous voulez, donc l'Afghanistan a été donc pour nous donc en France donc déjà donc un révélateur donc où on a changé donc de portage depuis donc l'embuscade, le retour donc de la France au sein de l'OTAN, du commandement donc intégré, où on a revu notre dispositif. Il y a eu donc une deuxième temps, c'est donc l'embuscade donc d'Ouzbine, où là donc on a revu donc notre chaîne de commandement donc d'intervention. Et puis on est revenu à faire la guerre. Donc, on ne savait plus la faire. On la faisait autrement. Donc, si vous voulez, on était là donc pour maintenir donc un calme pour que les diplomates puissent négocier. Et que là, il fallait donc comme Hector, donc quand ils rentraient donc dans un village, donc il fallait donc le tenir, il fallait le reprendre. Et là, on faisait donc la guerre. Véronique Langlais. Ces hommes étaient des anonymes quand ils rentraient en France. C'est ce que nous disait Laurent Attard-Berrou. 40 000 soldats français qui sont passés par la France. Est-ce que c'est comme si on s'en était jamais rendu compte? Je pense qu'il y a quand même des endroits d'où étaient issus ces hommes où ils n'étaient pas si anonymes que cela. Je peux vous donner par référence ma propre famille qui est dans le Var et qui connaissait des soldats qui étaient partis
par là-bas et qui, au contraire, avaient une attitude plutôt bienveillante et les traitaient un peu comme des héros. Des hommes qui étaient souvent choqués, traumatisés de ce qu'ils avaient vécu, des pressions aussi qu'ils avaient subies, parce qu'on est aussi sur des pressions. Et effectivement, pour la population française, ils étaient plutôt dans le néant, mais pour les gens à proximité des bases, par exemple, ou tous ceux qui les connaissaient, l'entourage direct. Au contraire, et je pense qu'ils étaient extrêmement soutenus. Soutenus par ceux qui connaissent l'armée. Mais ceux qui ne sont jamais revenus, on n'en parle pas et on les a oubliés. Et c'est ça qui est déplorable. Et ça nous ramène à ça, en fait, ce que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent Attard-Béraud. Merci d'avoir pris la parole ce soir sur Sud Radio. Vous le disiez, demain, malheureusement, nous allons commémorer l'anniversaire de l'embuscade d'Ouzbine dans la vallée de la Kapisa qui avait coûté la vie à 10 soldats français. Restez sur Sud Radio, les amis, on vous pose cette question. Se sont-ils battus pour rien, ces soldats français en Afghanistan? On se retrouve dans quelques instants avec nos invités. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix Sud Radio avec Ala Oukili, Véronique Langlais, Morad Aïtabouche. Nous vous posons cette question pour notre grand débat. Les soldats français, malheureusement, se sont-ils battus pour rien en Afghanistan? Et vous répondez oui, un grand oui. Il y a 94% d'entre vous. Sur le Twitter de Sud Radio, on accueille notre deuxième invité, Karim Pakzad. Bonjour à vous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste notamment de l'Afghanistan et d'autres pays. Des années de guerre, 20 ans de guerre, la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis, pas forcément de la France. Aujourd'hui, les talibans sont dans Kaboul, le pouvoir a fui, ils ont repris le pouvoir à peu près partout. On a envie de se dire tout ça pour ça. Karim Pakzad. Oui, on peut répondre de cette façon-là. Après 20 ans de guerre, comme vous avez souligné, la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis, mais également la plus coûteuse en vie humaine et en finances et en crédibilité des États-Unis. Et dans l'ensemble de l'Occident, finalement, on revient 20 ans en arrière et quasiment jour par jour. Est-ce qu'il aurait pu en être autrement, ou est-ce que les Américains et les Français, comme les Soviétiques, comme les Britanniques avant eux, comme les Perses, n'avaient aucune chance de contrôler ce pays ? Non, franchement, dès le début, même avant que les Américains prennent la décision d'intervenir en Afghanistan, j'avais écrit qu'il ne fallait pas vraiment intervenir dans ce pays parce que la guerre en Afghanistan, ce n'est pas vraiment la même guerre qu'ailleurs. Vous avez bien souligné, aucune puissance étrangère n'a pu gagner une guerre en Afghanistan ou y rester d'une manière durable dans ce pays. Mais les Américains, notamment il y a 20 ans, George Bush, qui était vraiment fier de la puissance militaire des États-Unis, il ne cachait pas de le dire que l'Amérique a le pouvoir de désigner le visage même du Moyen-Orient et il a commencé par intervenir en Afghanistan. Et c'était un effet d'optique, justement, cette puissance. Ala Oukili. Bonsoir, professeur. Je me demandais plutôt, vous dites, il ne fallait pas intervenir militairement dans ce pays. Et je vous rejoins, en fait, parce qu'effectivement, personne ne semble pouvoir gagner sur la terre des talibans. Maintenant, est-ce que la solution n'aurait pas pu être quand même possible s'il était plus d'ordre diplomatique que militaire? Comment les talibans, on va nous parler de géographie, mais les talibans sans le Pakistan, sans son bureau diplomatique au Qatar, et aujourd'hui avec la Chine qui le soutient et qui a reçu une délégation et qui a dit qu'elle allait reconnaître le gouvernement des talibans et mettre les moyens et de l'argent, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Union européenne, les États-Unis accessoirement et d'autres puissances auraient pu régler ça diplomatiquement en asséchant leur soutien et avec des embargos, etc. etc. Karim Pakzad. Écoutez, le mois d'août 2008,
J'ai donné une interview au journal parisien 20 minutes dans laquelle je préconisais aux Américains de discuter avec les talibans. Pourquoi cette date-là? Cette date-là parce qu'en 2008-2009, il y a eu quasiment 150 000 soldats américains et alliés en Afghanistan. Et de l'autre côté, les talibans, même s'ils montraient leur puissance, même s'ils montraient leur acharnement à défendre coûte que coûte ce qu'ils croyaient, donc il y avait eu une possibilité de discussion, mais malheureusement, à l'époque, Barack Obama avait refusé. Contrairement à ce que Biden, son vice-président, croyait à l'époque, il n'a pas réussi à aller sur cette chemin-là. Et à partir de cette là, c'était impossible. Le monde entier savait que les États-Unis vont vers une défaite. Donc l'ouverture des talibans vis-à-vis des pays voisins, la Chine, la Russie, l'Iran, et tout cela, ça date de ces dernières années. C'est nouveau, en tout cas. Peut-être une dernière question pour vous, Karine Pagzad, de Morad Aïtabouche. Non, c'est plutôt de dire qu'on ne revient pas en arrière, malheureusement. On ne revient pas 20 ans en arrière, ça va être pire. Pourquoi? D'abord parce que le gendarme du monde n'est plus. Déjà la défaite en Somalie, au Vietnam et probablement aussi en Irak, parce qu'ils vont partir la queue entre les jambes. Il faut être très clair là-dessus. Donc ça veut dire que la situation va être pire. Pourquoi? Parce que les talibans gagnent. Et aujourd'hui, ils vont pouvoir de nouveau, cette espèce de tentacule qu'ils avaient commencé en faisant des attentats un peu partout. Donc on est dans une Al-Qaïda à l'intérieur. Oui, enfin, sauf que on sait pertinemment où était Ben Laden. J'essaie de préciser, mais j'ai bien compris. Donc, encore une fois, la situation va être pire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne vois pas ce qu'on peut faire. On aurait dû négocier. Évidemment qu'on aurait dû négocier. Peut-être que c'était la seule solution pour nous de s'en sortir sans attentat meurtrier. C'est trop tard. Merci beaucoup, Karim Pagzad, d'avoir pris la parole ce soir sur Sud Radio. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste notamment de l'Afghanistan. L'Afghanistan pour lequel peut-être le pire est à venir. En tout cas, seul l'avenir nous le dira. Émission spéciale sur Sud Radio. Ce soir, à partir de 20h, le président de la République, Emmanuel Macron, qui prendra la parole en direct, notamment sur Sud Radio, pour faire suite à la situation actuelle en Afghanistan. On décryptera avec nos invités en compagnie d'Ala Oukili. Juste après, on vous posait cette question, chers amis, sur le Twitter de Sud Radio. Les soldats français sont-ils battus pour rien en Afghanistan? Vous répondez malheureusement oui à 94% d'entre vous. Fallait-il s'attendre, ceci dit, à autre chose? Morad Aïtabouche, plus pessimiste que jamais, j'imagine. Véronique Langlais aussi. Tous les trois, vous auriez répondu oui, ils se sont battus pour rien. Non. Ala Oukili. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Ils ne se sont pas battus pour rien, ils se sont battus pour quelque chose déjà. Il n'y a pas eu le résultat, mais ils se sont battus pour la liberté. Et c'était aussi pour une cause qui était leur pays. Et on les remercie, absolument. Personne n'a dit qu'il ne fallait pas les remercier, en tout cas. Vous avez raison de le souligner. Merci, cher Brévois, de nous avoir accompagnés ce soir. Morad Aïtabouche, réalisateur de la série Ça le temps pour la planète, qui ne revient pas avant l'année prochaine sur France 5. Mais on lui souhaite de bonnes vacances, en tout cas, Morad. Et que l'on peut revoir en replay. Exactement. Voilà. On rappelle, Morad, d'ailleurs, l'adresse internet, sur quel site? C'est assez simple, c'est sur France 5. France 5, le site internet de France 5, chez nos confrères de France Télévisions. Merci Véronique Langlais, présidente du syndicat. Allez chez vos petits commerçants de proximité. Ben oui, profitez-en, il n'y a pas de passe sanitaire en plus. Syndicat des bouchers de Paris. Et merci à vous, Ala Oukili. On vous retrouve à partir de demain à 17h sur Sud Radio. La suite de votre soirée à l'écoute de Sud Radio.